très content d'être avec vous. Donc, bonjour à tous. Oui, je suis Martin Cahouette. Donc, je suis professeur au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, quelque part à mi-chemin entre la ville de Québec et la ville de Montréal. Donc, professeur en psychoéducation, peut-être rapidement là, pour situer qu'est-ce que c'est la psychoéducation. Au Québec, on forme des psychoéducateurs, en fait, et c'est une profession qui a peut-être pas son équivalent du côté de la France, en tout cas, du moins pas un titre d'emploi qui est utilisé. Mais si j'avais à le simplifier, je dirais que les psychoéducateurs, ce sont des éducateurs spécialisés, mais qui sont formés à un niveau de master universitaire. Donc, des étudiants, finalement, qui vont souvent dans les établissements, par exemple, du secteur médico-social, occuper des fonctions équivalentes à ceux de chef de service ou encore de psychologue dans ces différents établissements. Donc, évidemment, de formation, j'ai d'abord été éducateur spécialisé dans différentes organisations dans le secteur du handicap, éducateur spécialisé, puis psychoéducateur. Et je vous dirais que j'ai eu le privilège, puis aujourd'hui je le nomme comme ça aussi, de découvrir le secteur du handicap très tôt dans ma vie, à travers des expériences personnelles aussi. Et comme bon nombre de professionnels dans le secteur du handicap, je pense que j'étais quelqu'un qui était très engagé, très volontaire à venir appuyer, je dirais, l'émancipation, l'affirmation de soi des personnes que j'accompagnais. Et assez rapidement, je me suis confronté, je dirais, professionnellement à un paradoxe. C'est-à-dire que, à la fois, je constatais que, comme bon nombre de mes collègues qui souhaitaient soutenir le développement des personnes, soutenir leur expression, mais que du même coup, on se retrouvait souvent à prendre des décisions à la place des personnes et à finalement, quand c'était des décisions importantes dans leur vie, à faire des choix à leur place. Et c'est pour ça que petit à petit, en fait, j'ai essayé de comprendre, de travailler finalement à mieux saisir cet enjeu-là pour finalement découvrir ce concept qui est le concept d'autodétermination, qui est pour moi venu donner, je dirais, un sens important parce que pour moi, ça parlait un peu de la visée que j'avais envie de mettre en œuvre dans l'accompagnement des personnes. Puis à la fois, ça venait donner une méthode, des façons de faire bien concrètes pour en arriver justement à soutenir l'expression de soi, l'affirmation de soi, puis soutenir le développement du pouvoir d'agir, en fait, des personnes que j'accompagne. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, là, étant donné avec le temps qu'on a, ce que je vous propose, c'est d'une part, vous parler d'abord de ce qu'est l'autodétermination, ce qu'est l'autodétermination pour vous et moi, comment ça s'exprime, pour ensuite regarder les enjeux plus spécifiques quand on parle de l'autodétermination de nos enfants et quand il y a quelque chose comme le syndrome Prader-Willi qui est présent, comment est-ce qu'on peut reconnaître, en fait, ce qu'est l'autodétermination, comment on peut la soutenir, la développer, et comment l'autodétermination, ça peut devenir un levier important justement pour une prise en charge également de sa santé. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'entendre la fin de la conférence précédente et je voyais dans ce qui était nommé, dans ce qui était dit, des liens évidents en fait avec le concept d'autodétermination. Donc, bien sûr, je suis conscient de tout le défi que ça représente une conférence à distance. Donc, je vais essayer de vous amener un peu du Québec à travers cette conférence-là, d'être le plus dynamique possible. Question de vous garder bien attentif, en fait, tout au long de la présentation. Donc, je vous partage tout de suite, en fait, mon écran pour que vous puissiez voir un peu là, ce qui va soutenir un peu la présentation. Donc, je vous partage ça maintenant. Donc, et voilà, de recherche qui est la chaire autodétermination et handicap. Donc, une chaire, c'est quoi au sein de l'université? C'est un lieu où on vient vraiment concentrer des ressources pour approfondir une thématique qui est importante, une thématique d'actualité. Donc, c'est sûr que dans mon cas, c'est la thématique, bien sûr, de l'autodétermination qui est l'élément central, en fait, des travaux qu'on mène au niveau de la chaire autodétermination et handicap. Et on mène ces travaux-là, en fait, dans 3 grands domaines. D'abord, l'autodétermination, et je vais commencer par celui-là, l'autodétermination, je dirais à l'école. C'est-à-dire comment est-ce que l'autodétermination est un apprentissage qui se forge tout au cours de la vie. Apprendre à s'autodéterminer, à avoir à exercer du pouvoir et du contrôle sur sa vie. Et je vais prendre le temps de bien définir qu'est-ce qu'on entend par autodétermination. Ce n'est pas quelque chose de rencontrer une diversité d'enfants, de socialiser dans un univers où je suis confronté à une diversité de personnes, de points de vue.
Donc, ce premier volet-là nous amène, entre autres au niveau de la chaire, à accompagner des équipes d'enseignants, des équipes de professionnels en milieu scolaire, que ce soit à travers des professionnels qui œuvrent dans des écoles régulières ou au sein de classes spécialisées, ou même avec des écoles spécialisées, pour développer des pratiques pédagogiques qui vont être favorables à l'autodétermination. Maintenant, il y a deux autres volets qui sont étroitement liés aussi, où on va parler également d'activités socio-professionnelles et communautaires. C'est-à-dire qu'on va travailler à faire en sorte que chaque personne, quelles que soient en fait ses caractéristiques sont liées à son mode de fonctionnement, puisse trouver en fait une occupation du temps qui correspond à ses intérêts et à ses préférences et qu'elle puisse s'inclure dans des activités de travail ou encore dans des activités socio-professionnelles, mais aussi dans des activités de loisirs qui vont lui permettre de se réaliser. Donc, on résume beaucoup cet axe-là de recherche par cette petite phrase-là où on dit que c'est l'idée de passer d'activités qui occupent à des activités qui ont du sens. Donc, le but, c'est pas simplement d'avoir quelque chose qui vient occuper mon temps, c'est d'avoir quelque chose aussi qui vient donner un sens à ce que je fais dans mon quotidien, qui me permet de me réaliser. Donc, c'est d'accompagner toute personne en situation de handicap dans cette démarche-là pour l'aider à s'inclure, en fait, dans la société. C'est-à-dire environnement socio-professionnel de façon large. Et le troisième axe dans lequel on travaille, c'est vraiment l'axe de l'habitat. Et j'insiste sur l'habitat parce que c'est pas simplement l'habitation, c'est pas simplement le lieu physique, c'est pas simplement 4 murs qui est inclusif, c'est vraiment cette idée-là de se retrouver au sein d'une communauté qui va me permettre en fait d'accéder à ce dont j'ai besoin et de vivre avec un maximum d'autonomie dans un milieu où je peux exercer du contrôle et du pouvoir. Donc, la phrase, en fait, qui résume un peu cet axe-là de travail, c'est cette idée de passer du placement à l'hébergement au chez-soi. Donc, d'une logique où on était placé, on était à la recherche de place. Et pour avoir vécu dans une famille où j'ai grandi avec une tante qui avait une déficience intellectuelle, je me rappelle encore de ma grand-mère qui cherchait une place, la bonne place pour ma tante à un certain moment de sa vie. On est passé d'une logique de placement à une logique d'hébergement, de dire, ben, je vis chez moi dans un environnement où je reçois le soutien dont j'ai besoin en fonction de mes caractéristiques, mais j'ai du contrôle sur cet environnement-là, sur ce lieu-là, finalement, qui me ressemble. On a tous, un jour ou l'autre, ressenti ce sentiment de dire, j'arrive chez moi, je reviens chez moi. Et c'est cette logique-là, en fait, ce sentiment-là qu'on cherche à permettre à toute personne en situation de handicap. Donc, je voulais vous présenter brièvement ces trois axes-là pour vous dire que quand on parle d'autodétermination, c'est pas désincarné, c'est pas une idée un peu loufoque, une idée purement théorique, c'est une action concrète qui rendent l'environnement plus inclusif et qui permettent à des personnes de pouvoir exercer du pouvoir et du contrôle sur leur vie. Donc, quand on va se parler de l'importance de sa vie, donc, de façon générale, en fait, on a tous besoin de sentir qu'on a du contrôle et du pouvoir sur des éléments de son quotidien. Et là, peu importe qui nous sommes, nos caractéristiques, nos trajectoires de vie, ce besoin-là, c'est véritablement un besoin qui est fondamental. Souvent, à la blague, moi, je dis, ben, si demain matin, je décide pour vous, en fait, l'endroit où vous allez habiter, avec qui vous allez habiter, qu'est-ce que vous allez manger, avec qui vous allez le manger, quel loisir vous allez faire, ben probablement qu'assez rapidement, vous allez développer de sérieux troubles de comportement parce que vous allez me dire à un certain moment, c'est moi qui veux prendre ces décisions-là dans ma vie. Et quelqu'un me disait aussi récemment, puis je trouve que ça met bien en perspective ce besoin d'autodétermination. La crise qu'on vient de vivre dans les 2-3 dernières années, la crise de la COVID, elle a mis en évidence quoi? Elle a mis en évidence notre besoin d'autodétermination à tous et la difficulté qu'on peut vivre quand on n'a pas cet espace-là pour exercer du pouvoir et du contrôle sur notre vie. Au Québec comme en France, on a eu des moments de couvre-feu qui étaient imposés et je veux absolument pas remettre en question la pertinence ou pas de ces mesures-là. C'est pas là du tout que je veux aller. Mais en fait, quand on est dans un élément de contrainte comme celui-là, ce qui est difficile au moment du couvre-feu, ce n'est pas de ne pas sortir de chez soi, c'est de savoir qu'on ne peut pas sortir de chez soi. En fait, et puis j'ai un ami québécois on avait des couvre-feux, par exemple, en plein hiver, ne pas sortir de chez soi au Québec après 20 heures quand il fait moins 25 degrés Celsius, vous en conviendrez que c'est pas un si gros problème que ça. Mais dans les faits,
Ce qui est difficile, ce n'est pas de pas sortir, c'est de savoir qu'on ne peut pas sortir. C'est cette idée-là de dire, je n'ai pas la liberté de pouvoir choisir ce que je vais faire à ce moment-ci. Et ce sentiment-là, probablement que vous avez tous vécu à un certain moment de frustration, ben, il vient toucher quoi? Il vient toucher notre besoin d'autodétermination. Donc, des dimensions importantes de sa vie, c'est quoi? C'est où est-ce que j'habite? Comment j'occupe mon temps? Les amitiés, les relations sociales? C'est des éléments comme ceux-là sur lesquels on laisserait personne d'autre décider pour nous. Puis évidemment, ces dimensions-là importantes de la vie, elles vont évoluer selon les moments de notre vie. Ce qui est important à 5 ans, à 15 ans, à 25 ans, évidemment que ça évolue. À 15 ans, quand je suis à l'adolescence, il y a des choses qui sont fondamentales pour moi, qui ne paraissent peut-être pas aussi importantes pour l'adulte qui est à côté de moi. Donc, quand on parle d'autodétermination, on parle de cette volonté-là d'exercer du pouvoir et du contrôle sur des dimensions de notre vie, mais ce besoin-là aussi qui va être lié à notre qualité de vie. Si demain matin, vous vous retrouvez dans un contexte où tout est pensé pour vous, où on décide de tout pour vous, vos repas sont préparés, votre quotidien est organisé, vous n'avez plus à prendre de décision, à réfléchir ce besoin-là, et c'est pour ça que je vous ai mis ces images-là, en fait, à l'écran. C'est un besoin qu'on rencontre à toutes les étapes de la vie, puis qu'on peut reconnaître là, dans le développement que je dirais typique de la personne. Ce petit bébé-là qui se réveille en plein milieu de la nuit, le comportement qu'il va avoir d'hurler, par exemple, en plein milieu de la nuit, ben c'est un comportement, en fait, qui l'amène à essayer d'obtenir ce qu'il veut à ce moment-là parce qu'il a un besoin auquel répondre. Cette petite fille-là qui a peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, cette phase du non qu'on rencontre à un certain moment en début de la vie ou la phase du pourquoi vers 4-5 ans, ben c'est des comportements qui permettent justement d'apprendre petit à petit à s'autodéterminer. C'est quand même formidable le mot non quand on a 3 ans. Hein, je dis non, il y a quelque chose qui s'arrête à ce moment-ci devant moi. Donc, c'est une façon d'apprendre à exercer du pouvoir et du contrôle sur ce qui m'entoure. Bien sûr, l'adolescence, c'est le moment clé, en fait, de l'autodétermination. C'est un moment où l'autodétermination va jouer aussi dans l'identité, qui je suis, comment je me définis. Je ne suis pas je suis pas que l'enfant de mes parents. Je ne suis pas, si par exemple je dois composer avec le handicap, ben, je ne suis pas que ce handicap-là. Si j'ai un syndrome, je ne suis pas que ce syndrome-là. Qui est-ce que je suis? Comment je me définis? Puis évidemment, à l'adolescence, la première façon de se définir, c'est en disant, ben, je suis surtout pas mes parents, je suis surtout pas comme mon père, je suis surtout pas comme ma mère. Et petit à petit, ben, je me forge mon identité propre, qui, oui, va éventuellement m'amener à faire des liens avec qui est mon père, qui est ma mère, puis oui, on se ressemble, on se différencie sur certaines choses, mais cet élément-là de l'identité à l'adolescence est extrêmement important. Puis bien sûr, tout au cours de l'âge adulte, il y a des moments importants qui nous amènent à exercer puis à exprimer notre autodétermination. Le début de l'âge adulte, et si vous êtes parent, en fait, d'un jeune adulte, c'est un moment clé où il y a énormément de décisions qui se prennent à cette étape-là de la vie, qui vont avoir un impact tout au cours de la vie. Donc, cette fameuse phase de la transition de l'adolescence vers la vie adulte, elle est essentielle sur le plan de l'autodétermination, parce que c'est un moment, finalement, où on apprend à faire des choix, on apprend, oui, à exercer du contrôle, mais on apprend aussi à exercer des responsabilités, à assumer des responsabilités aussi dans son quotidien. Et cette étape-là de la vie, elle est importante parce que je suis en train de me forger une identité d'adulte où là, me reconnaissant adulte, je me reconnais aussi capable d'exercer puis d'assumer certaines responsabilités. Puis on pourrait continuer comme ça tout au cours de la vie, jusqu'à la toute fin de la vie. Et peut-être que vous avez composé avec des parents vieillissants, par exemple, qui souhaitaient demeurer dans leur domicile, qui souhaitaient demeurer à la maison. Ben pourquoi en fait est-ce que ce besoin-là s'exprime? C'est encore une fois un besoin d'autodétermination, de dire ben dans mon quotidien, je veux exprimer du contrôle, je veux avoir du pouvoir sur ce qui m'arrive et je veux demeurer chez moi parce que ce lieu-là m'appartient, me ressemble, je m'y reconnais. Donc, à partir du moment où on se dit que l'autodétermination, c'est un besoin fondamental, ça nous permet de nous dire, ben, il faut être capable de le reconnaître, en fait, chez toutes les personnes. Et c'est pour ça que je me permets ici de vous amener quelques clés, en fait, pour parler d'autodétermination. Et une des premières choses, en fait, c'est de se dire, mais qu'est-ce que c'est l'autodétermination? Et là, je vais me permettre de passer de la diapo puis de revenir à l'image de temps à autre là, pour
être vous gardez bien attentif, mais quand on parle de comprendre ce qu'est l'autodétermination, une chose qui est importante ici, c'est de se dire que l'autodétermination, c'est pas faire ce que je veux comme je veux quand je veux. Ça veut pas dire qu'on met plus de limites, par exemple, quand l'alimentation est un enjeu et que là, subitement, on laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Ça veut pas dire non plus qu'on laisse notre enfant, en fait, se mettre en danger ou avoir des comportements, en fait, qui sont risqués pour sa santé. Ça veut pas dire non plus qu'on ne va pas intervenir sur des éléments de son quotidien. Ça veut pas dire non plus qu'on a tout faux puis qu'on doit tout changer. Reconnaître le besoin d'autodétermination, c'est de reconnaître que dans la vie de notre enfant, il a besoin de pouvoir exercer du pouvoir et du contrôle pour développer une chose qui est importante, c'est celle d'être capable de prendre des initiatives. Je vais y revenir tout à l'heure, mais en ce moment, j'accompagne en fait des parents qui sont dans une période de transition résidentielle avec leur enfant. C'est-à-dire que leur enfant, pour la plupart, est jeune adulte et va quitter en fait le domicile pour aller vivre en fait dans un milieu de vie autonome avec du soutien. Tous des parents qui ont un enfant avec une déficience intellectuelle notamment. Et une des choses qu'on nomme souvent, c'est que la plus grande sécurité qu'un parent peut avoir, ce n'est pas l'assurance que son enfant va être protégé de tous les risques et de tous les dangers. C'est de savoir que son enfant, lorsqu'il aura besoin d'aide, il sera capable de demander de l'aide et d'aller chercher le soutien dont il a besoin. Et ça passe justement par la capacité qu'il va avoir, cet enfant-là, à prendre l'initiative d'aller demander de l'aide. Et ici, je veux vous amener en fait sur une image là, que je vais vous mettre à l'écran. Une image, en fait, qui, pour moi, exprime beaucoup de choses par rapport à la distinction entre contrôler son enfant et encadrer son enfant. Je vous ai mis une image ici, qui est l'image du peintre, en fait, puis peut-être que certains parmi vous avaient justement ce talent ou cette passion-là des arts et de la peinture. Le peintre, en fait, lorsqu'il se retrouve devant une toile, il a la liberté, en fait, de pouvoir y peindre toutes sortes de choses. Ça peut être quelque chose de complètement abstrait, ça peut être quelque chose de concret. Il a le choix des couleurs, il a peut-être le choix des matériaux également. Donc, il a cette liberté-là. Mais la taille de la toile, elle est définie. Il y a des limites à la toile. La toile, elle est peut-être très, très grande, hein, peut-être qu'elle couvre tout un mur, comme elle peut être toute petite également. Et là, ça peut être beaucoup plus limité, en fait, l'espace qu'il a. Et cette image-là, pour moi, elle est importante parce qu'elle fait la distinction entre qu'est-ce que c'est encadrer, qu'est-ce que c'est contrôler. Le défi avec notre enfant en situation de handicap, c'est justement de venir poser un cadre clair. C'est, en quelque sorte, c'est limiter la taille de la toile, mais en laissant le peintre décider ce qu'il va y peindre. Alors que contrôler, ça serait tenir la main du peintre. Et quand on parle d'encadrer, c'est mettre des limites claires. Prenons l'enjeu, un enjeu qui est important, celui de l'alimentation. Mettre des limites sur le plan de l'alimentation, évidemment que ça fait partie de votre quotidien, mais contrôler, en fait, ce serait de décider dans le fin détail, en fait, tout ce qui va se passer, comment les choses vont se passer. Parfois, l'encadrement, il est très, très serré, il est très étroit, mais le défi de l'autodétermination, c'est toujours se dire, même quand le cadre, même quand la toile, elle est très petite, même quand le cadre, il est très restreint, sur quoi est-ce que mon enfant peut malgré tout exercer une forme de contrôle? Sur quoi est-ce qu'il peut malgré tout agir? Et si, par exemple, dans un domaine de sa vie comme celui de l'alimentation, les possibilités sont plus restreintes, où il y a des limites plus importantes, il y a peut-être ailleurs dans sa vie où j'ai à préserver cet espace-là pour qu'il puisse exercer du contrôle sur des dimensions importantes de sa vie. Et ça, sur le plan de la littérature scientifique, on a énormément d'études qui nous permettent de voir comment ces décisions-là, cette possibilité-là d'exercer du contrôle va être liée directement à la qualité de vie puis à l'évaluation qu'on va avoir également de notre qualité de vie. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important de le nommer, parce que je voudrais surtout pas vous donner l'impression que voilà, maintenant, valoriser l'autodétermination, ça veut dire qu'on laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Au contraire, ça veut dire être encore plus au clair avec le cadre qui va être mis autour de la personne. Mais aussi, régulièrement, de remettre en question, est-ce que la taille de la toile du peintre est toujours la bonne? Est-ce que le cadre qui est autour de mon enfant est toujours le bon? Est-ce qu'il est trop rigide? Est-ce qu'il est assez souple? Est-ce que je dois l'élargir à certains moments? Est-ce que je dois lâcher prise à certains moments sur certains éléments?
cet aspect-là, il est extrêmement important, justement pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans une forme de contrôle, en fait, qui aura un impact négatif sur la qualité. Voilà. L'autodétermination, en fait, c'est quelque chose qui est possible, en fait, pour toutes les personnes, peu importe qui nous sommes, peu importe, en fait, nos caractéristiques. Et c'est pour ça que je vous ai mis des images qui sont variées ici. Ce besoin-là, comme c'est un besoin fondamental de tout être humain, ben, le potentiel de s'autodéterminer, il est présent. Je me permets de faire cette petite parenthèse-là, mais moi, j'ai travaillé dans un contexte aussi où on a travaillé au développement de l'autodétermination de personnes polyhandicapées, en fait, non-verbales, avec des limites très importantes sur le plan physique, sur le plan moteur. Et on travaillait notamment toutes les prises d'initiative, l'expression des préférences, la reconnaissance aussi des intérêts de la personne. Et on a eu des beaux résultats, justement, en termes d'amélioration de la qualité de vie et puis de capacité, je dirais, à être proactif chez les personnes, même dans un contexte où plusieurs de ces personnes-là avaient des limites physiques, des limites intellectuelles aussi qui étaient quand même importantes. S'autodéterminer, ça va être de façon variée, de façon différente. Pour une personne, c'est peut-être le choix d'une activité de loisir, c'est peut-être une préférence alimentaire, c'est peut-être à travers une activité sportive, c'est peut-être aussi à travers des gestes tout simples du quotidien. J'ai depuis environ une dizaine d'années, maintenant même plus, une douzaine d'années, je vais en France régulièrement. Et il y a toutes sortes de petits gestes, de petits comportements que j'observe aussi ou d'exemples qui me sont ramenés, notamment à travers des établissements du secteur médico-social, où on est capable de faire des liens justement entre l'expression de l'autodétermination puis des comportements, des gestes, en fait, du quotidien. Et ça, pour moi, c'est toujours intéressant parce que s'autodéterminer, c'est pas nécessairement à travers des choses flamboyantes, c'est parfois à travers des petits gestes du quotidien. Et c'est souvent la communication que je vais mettre en place avec la personne qui va faire toute la différence. Et j'ai envie de vous donner un petit peu cet exemple-là qui, pour moi, révèle beaucoup de choses aussi sur ce qu'est s'autodéterminer. Et il y a de ça, en fait, un certain temps. Je me retrouve comme ça un jour dans un ESAT où il y a une personne à la toute fin de la journée finalement qui quitte à la fin de la journée. En fait, elle a terminé. Vous savez, c'est une journée d'automne où le matin c'était plutôt frais. Donc la personne est arrivée au travail avec un manteau, mais à la toute fin de la journée, ben il fait plutôt chaud et le manteau n'est pas nécessaire à ce moment-là. La personne quitte et avant de quitter, il y a un professionnel qui lui dit, puis bon, on va appeler la personne Julie, disons, qui lui dit Julie, t'as pas besoin de mettre ton manteau là, cet après-midi, tu peux quitter, tu peux partir sans manteau, là, il fait assez chaud dehors, t'as pas besoin de manteau. Donc Julie quitte avec le manteau sous le bras et puis elle s'en va prendre le transport là, qui la ramène chez elle. À ce moment-là, en fait, l'intervention du professionnel, elle est tout à fait bienveillante. Mais elle prend pas en compte l'autodétermination de la personne. Pourquoi? Parce que plutôt que d'amener la personne à choisir de retirer son manteau, je lui ai dit à ce moment-là ce qu'elle devait faire. Je lui ai prescrit, en fait, comment elle devait agir. Donc, imaginons la situation. Imaginons que le professionnel plutôt dit, Julie, moi, j'ai remarqué cet après-midi qu'il fait plus chaud. Est-ce que tu crois que tu as besoin de ton manteau cet après-midi? Ou encore de lui dire, eh ben Julie, moi je suis sortie ce midi, j'avais pas besoin de manteau. Ou encore Julie, est-ce que tu es allée vérifier à l'extérieur si la température avait changé et est-ce que tu as besoin de ton manteau? Dans le premier cas, la façon dont l'intervenant a agi, le professionnel a agi, dans le premier cas, Julie enlève son manteau parce que le professionnel lui a demandé. Dans le deuxième cas, Julie choisit d'enlever son manteau parce qu'elle a été elle a eu la possibilité de choisir d'enlever son manteau. Dans les deux cas, elle retourne chez elle sans manteau. Mais dans le premier cas, parce qu'on lui a dit de le faire. Dans le deuxième cas, parce qu'elle a choisi de le faire. Et dans un contexte comme celui-là, en fait, si Julie avait décidé de garder son manteau pour retourner chez elle, on en conviendra, les risques ne sont pas très importants. Peut-être qu'elle aurait eu un peu plus chaud dans le transport, mais ça n'aurait pas été en soi un problème important. Et au final, peut-être que Julie aurait préféré, en fait, porter son manteau parce qu'elle veut être sûre de pas l'oublier dans le transport ou peut-être parce qu'elle a un paquet à amener puis d'avoir le manteau sous le bras puis un paquet sous l'autre, c'est problématique. Donc, il n'y a pas de risque, en fait, associé au choix qu'elle va prendre, peu importe la direction. Et c'est ça, en fait, quand on dit les manifestations d'autodétermination, elles vont être différentes. Elles vont passer parfois par des petits gestes comme ceux-là
où la personne va être capable, en fait, de faire un choix, de prendre une décision, non pas parce qu'on lui a dit quoi faire, mais parce qu'on l'a guidé vers des informations qui lui permettent, en quelque sorte, de pouvoir faire des choix en cohérence avec ce qu'elle souhaite, des choix qui, évidemment, la mettent pas en danger, mais des choix, en fait, qui lui permettent d'exercer le contrôle et du pouvoir sur des éléments de son quotidien. Maintenant, l'autodétermination, c'est quelque chose qui s'apprend. Je vous le nommais tout à l'heure et là, je veux vraiment insister là-dessus parce que, comme parent et quand je pense aussi aux professionnels qui vont accompagner les personnes, concevoir l'autodétermination comme un apprentissage, c'est quelque chose qui est essentiel. Si on avait plus de temps, je vous amènerais vraiment dans le détail, en fait, de cet apprentissage-là, où on va apprendre à prendre des initiatives, à exprimer des préférences, à faire des choix, à prendre des décisions, à résoudre des problèmes. Donc, tout plein de compétences, de capacités qui sont liées à l'autodétermination. Mais ici, je voulais vous amener quelques éléments clés. Et premier élément que je trouve important de dire, ben, pour apprendre à s'autodéterminer, il faut avoir la possibilité de se tromper. Il y a souvent un enjeu important quand il est question du handicap, en fait, de façon large. C'est cette idée-là d'imaginer qu'on doit préserver la personne de toute difficulté, de toute erreur. Avoir l'occasion de se tromper, en fait, c'est avoir cette possibilité-là d'apprendre de ce qui vient de se passer. Et ici, j'insiste sur une chose, en fait, quand on est dans une dynamique où on accompagne nos enfants ou même comme professionnel, quand on accompagne une personne, on peut avoir des objectifs que je vais appeler de performance ou des objectifs d'apprentissage. Si dans une situation, j'ai un objectif de performance, ben, je vais faire en sorte que mon dynamique de réussite et d'échec, c'est de dire, ben, est-ce que de l'expérience qu'il vient de vivre, en fait, il en a tiré un apprentissage. Et je veux vous raconter cette petite anecdote-là que je trouve toujours intéressante. Je vous disais, j'ai accompagné souvent des enseignants en milieu scolaire et quand j'accompagne des enseignants en milieu scolaire, il y a toutes sortes d'activités que les enseignants mettent en place avec des élèves en situation de handicap. Un atelier, je dirais classique, c'est l'atelier cuisine où on prépare en fait quelque chose à l'école. Ça peut être des cupcakes, c'est souvent des ou des biscuits, par exemple. Et un jour comme ça, il y a une enseignante qui me dit, ben là, moi, quand il retourne à la maison, je suis toujours très fier, en fait, qu'ils ramènent quelque chose à manger à la maison à leurs parents qu'ils ont préparé à l'école. Donc, je m'assure que chaque élève retourne avec quelque chose qui est bien, qui a été bien préparé. Mais quand on s'y arrête, qu'on regarde, en fait, cette façon de faire-là, on est clairement dans un objectif de performance. Aux besoins de qui on répond beaucoup plus aux besoins de l'enseignant de se sentir bien. Puis peut-être qu'on répond aux besoins du parent qui, lui, là, reçoit quelque chose qui a été bien préparé. Mais l'apprentissage possible à l'intérieur de cette activité-là, ben, on la perd de vue. Et comme ça, un jour, une enseignante m'a dit, ben, moi, j'ai un élève qui m'a demandé un jour dans la préparation d'un gâteau, pourquoi est-ce qu'il fallait enlever la coquille des œufs avant de mettre les œufs dans le gâteau. Alors, on a fait l'expérience, on a fait le gâteau en gardant la coquille de l'œuf, on a mis tout ça dans le gâteau, on a essayé de mélanger. Ça n'a pas été très efficace, très gagnant. Et au final, on a fait même cuire le gâteau comme ça pour ensuite être capable de voir qu'est-ce que ça donnait comme résultat quand on gardait la coquille sur les œufs dans le gâteau. Évidemment, le gâteau a été une catastrophe, mais cette possibilité-là de pouvoir expérimenter quelque chose par soi-même, puis ensuite d'être capable de tirer une leçon de cette expérience-là, c'est essentiel. Dans un contexte comme celui-là, j'ai un objectif d'apprentissage, j'ai pas un objectif de performance. Avoir la possibilité de se tromper, ben c'est ça. Avoir la possibilité de faire des erreurs, de comprendre ce qui s'est passé, puis d'en tirer une leçon, ça fait partie de l'apprentissage, des apprentissages liés à l'autodétermination. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand j'apprends à faire des choix, quand j'apprends à prendre des décisions, quand je prends des initiatives, c'est possible que je me trompe. Mais il faut être capable, et tout à l'heure, en fait, là, j'entendais les personnes juste avant moi dire, faire le lien entre le besoin et l'émotion. Ben, c'est un peu la même chose d'être capable de faire la distinction entre l'intention et le comportement. Peut-être que j'ai pris une initiative, peut-être que j'ai essayé de résoudre un problème par moi-même et que je me suis complètement trompé. Et si je me suis trompé, en fait, que j'ai peut-être pas trouvé la solution, ou je me suis peut-être trompé, peu importe ce que je faisais, ben j'ai pris une initiative et d'être capable de reconnaître, en fait, que j'ai pris une initiative,
mais que ça n'a pas eu le résultat escompté, ça veut dire, comme parent, qu'il faut prendre le temps aussi de valoriser puis de reconnaître ça. Ben, tu as essayé une solution, puis ça, c'est parfait. Maintenant, c'était peut-être pas la bonne solution, puis voici la prochaine fois, qu'est-ce que tu pourrais faire ou comment tu pourrais faire les choses. Et ça, dans notre communication avec notre enfant, ça veut dire d'être toujours bien au clair, de faire cette distinction-là entre les deux. Votre enfant a peut-être un jour pris une initiative qui était plein de bonnes intentions, en fait, mais qui n'avait pas le résultat escompté. Je me rappelle un matin être sorti du lit pour arriver dans la cuisine et me rendre compte que mes enfants étaient en train de me préparer le petit déjeuner. Donc, c'était peut-être pas le petit déjeuner le plus invitant, mais c'était plein de bonnes intentions et plein de bonnes volontés. Alors, d'être capable de faire la distinction que, ben voilà, c'est parfait, vous avez voulu préparer le petit déjeuner, ça, c'est très bien, mais la prochaine fois, il faudrait peut-être pas mettre le grille-pain, en fait, pour le laver directement dans l'eau. Ça, c'est une moins bonne idée. Donc, d'être capable de faire la distinction entre l'intention et le comportement, ben ça, c'est un élément essentiel d'apprentissage de l'autodétermination. Tenter de résoudre des problèmes par soi-même, évidemment, être capable de célébrer ses réussites aussi. Célébrer ses réussites, ça veut dire d'être capable de faire le lien entre ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai produit et qu'est-ce que ça dit de moi. Et ça, dans certaines situations, quand il y a une situation de handicap qui est présente, d'être capable de faire, moi, ce que j'appelle le lien de cause à effet. J'ai eu une contribution, qu'est-ce que ça a donné? Et ça, c'est moi qui ai produit ça. Je donne souvent l'exemple, par exemple, quand je travaille avec des enfants en milieu scolaire, ben, on est en train, par exemple, de préparer une fête ou de préparer une activité. Quelle a été la contribution de chacun dans la préparation de cette activité-là? Et quand l'activité se réalise, est-ce qu'on est capable de prendre un temps où on s'arrête, on est capable de se dire, ben, aujourd'hui, on vit telle activité, puis si l'activité se déroule bien ou se passe bien, ben, il y a eu telle contribution de tel jeune, il y a eu telle autre contribution de tel autre jeune, pour que chacun s'approprie ses réussites. Et au-delà de dire bravo, félicitations, c'est d'être capable de reconnaître aussi qui je suis, mes capacités, mes forces, mes compétences et aussi mes préférences. Je suis en train de définir mon identité à chaque fois que je célèbre mes réussites, à chaque fois en fait que je suis en train de m'approprier en fait mes capacités, mes compétences. Donc, célébrer ses réussites, c'est être capable de définir en fait puis de reconnaître son identité, puis être capable ensuite de prendre des décisions qui vont être cohérentes avec qui je suis, qui vont être cohérentes avec la façon dont je me reconnais mon identité. Donc, célébrer ses réussites. Dernier élément, ben, tirer des leçons de ses expériences, comme je le nommais. C'est un autre élément aussi qui va me permettre petit à petit de faire des choix, de prendre des décisions qui sont toujours plus ajustées avec les apprentissages que j'ai tirés. Et tirer des leçons, c'est oui, apprendre des choses, mais c'est aussi en apprendre davantage sur moi. Souvent, dans l'accompagnement de certains adultes, j'ai des parents ou des professionnels qui me disent, ben, moi, je lui donne des opportunités, je donne des options, faire des choix, je mets en place toutes sortes de choses pour que la personne puisse faire des choix, prendre des décisions, et pourtant, elle n'y arrive pas. Et souvent, quand on s'y arrête et qu'on regarde, en fait, pourquoi la personne n'y arrive pas, ben, elle n'arrive pas à faire des choix parce qu'il y a un préalable important qui est manquant, c'est que la personne n'a pas une connaissance d'elle-même suffisante. Donc, la réponse « je sais pas » revient souvent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la personne, elle se connaît pas, elle sait pas qui elle est, elle sait pas c'est quoi ses intérêts, ses préférences. Donc, faire un choix en cohérence avec ses intérêts, ses préférences devient d'autant plus difficile. Quatrième clé qui est extrêmement importante ici, c'est toute l'opportunité, en fait, d'encourager les prises d'initiative. Encourager les prises d'initiative, en fait, c'est de faire en sorte que mon enfant, dans le quotidien, ait la possibilité de prendre de multiples initiatives dans différents secteurs de sa vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser le temps nécessaire pour prendre une initiative. Avec autant il y a des groupes de parents que j'accompagne, il y a des groupes aussi de professionnels, puis dans les deux cas, souvent on fait des activités où je propose par exemple aux professionnels ou aux parents à certains moments de se filmer dans des interactions avec la personne, pour les parents avec leurs enfants ou avec les professionnels par exemple avec des élèves. Et souvent quand on regarde les séquences vidéo puis qu'on analyse ça sous l'angle de l'autodétermination, un des commentaires qui revient à 95% du temps, c'est celui de dire « j'ai pas laissé assez de temps, je suis intervenu trop rapidement, j'ai voulu le guider trop rapidement, je n'ai pas laissé à mon enfant ou je n'ai pas laissé à l'élève suffisamment de temps pour cheminer, pour initier
où là, je développe en fait un comportement d'attente par rapport aux autres. Je laisse les autres faire à ma place et je prends pas d'initiative. Et c'est là, en fait, que la véritable vulnérabilité vient s'installer chez nos enfants. Quand ils cessent de prendre des initiatives, qu'ils laissent les autres prendre des initiatives à leur place, si ces initiatives-là des autres sont bienveillantes, bon, ça peut toujours aller, mais c'est là qu'ils peuvent se retrouver dans des situations où d'autres pourraient chercher à prendre l'avantage sur eux, et c'est là que la vulnérabilité s'installe. Donc, il faut créer des occasions, des contextes où mon enfant peut prendre des initiatives, valoriser ces prises d'initiative-là, et aussi lui laisser l'occasion, laisser faire à sa façon. Il y a toutes sortes de façons de faire un lit. Il y a toutes sortes de façons de faire l'entretien ménager de sa chambre. Peut-être que ma façon est pas la plus efficace. Peut-être qu'elle est pas la plus rapide non plus, mais c'est peut-être ma façon à moi et peut-être cette façon-là me convient. Je vous disais tout à l'heure, j'accompagne des parents dans la transition résidentielle de leur enfant. Et là, il y avait une maman qui disait, bon, ben là, mon enfant vient de s'installer chez lui. Et là, sa façon, en fait, en quelque sorte, de tout organiser chez lui, là, c'est un peu particulier. Il a mis des assiettes, il a rangé certaines assiettes dans un tiroir. Les verres sont peut-être pas là où je l'aurais mis. Et là, cette maman-là dit, quand j'ai vu ça, mon premier réflexe a été de dire, non, je vais placer tout de la bonne façon, en fait, pour que tout soit bien rangé. Puis elle me disait, ben, je me suis ravisée. Je me suis dit, je vais le laisser aller. Peut-être que le fait de placer les verres à un autre endroit que moi, je les aurais placés, peut-être que c'est pas si grave que ça. Peut-être que ça peut lui convenir. Puis après tout, si à un certain moment, ça lui convient pas, ben, il choisira de réorganiser, en fait, la vaisselle à sa façon à lui. Donc, laisser faire à sa façon, c'est lui laisser l'opportunité d'exercer du contrôle sur des dimensions comme celui-là. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, distinguer la prise d'initiative de son résultat. Parfois, prendre des initiatives, c'est pas toujours prendre des initiatives heureuses, mais ce qui est important, c'est le geste, c'est le fait de prendre des initiatives et c'est cette habitude-là de prendre régulièrement des initiatives. Autre élément essentiel aussi, le fait d'apprendre à faire des choix. Faire un choix, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est quelque chose qui est difficile. Et là, je vais vous donner quelques éléments ici où c'est important dès le plus jeune âge de donner des choix dans le quotidien. Donner des choix dans le quotidien, ça peut être un choix, puis je comprends tous les enjeux liés aux habitudes alimentaires ici, mais faire des choix, ça peut être des choix à travers, oui, une préférence alimentaire, ça peut être faire un choix, par exemple, à travers un vêtement que je choisis de porter le matin, à travers une activité. Donc, toutes les occasions qu'on peut donner à notre enfant pour qu'il puisse faire des choix, c'est des éléments qui vont l'aider à construire puis à expérimenter son autodétermination. Comment on apprend à faire des choix? Ben, au départ, c'est peut-être en ayant des options limitées, un peu plus limitées. On leur donne le choix entre deux choses, entre l'activité A et l'activité B. Et petit à petit, on va élargir les options pour donner toujours un petit peu plus d'options. Donc, j'ai le choix entre A, j'ai le choix entre B. Et ensuite, il y a toutes sortes de stratégies qui vont nous permettre aussi de voir si notre enfant fait des choix véritables. Est-ce qu'il y a une constance, une cohérence dans ses choix? Est-ce que je suis capable de reconnaître, par exemple, si mon enfant est plus jeune, par exemple, son jouet préféré? Est-ce qu'il y a une activité préférée? Quand il est adulte, est-ce qu'il y a un loisir, en fait? Est-ce qu'il y a une espèce de cohérence dans les relations? Donc, est-ce qu'il y a un choix qui me permet vraiment d'identifier, de distinguer une préférence derrière ça? Souvent, avec les plus jeunes, que ce soit en milieu scolaire ou encore avec les parents, tout ça, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des cahiers de préférence ou des portfolios de préférence. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'ai envie de faire encore? Des fois, à travers des questions simples, pour justement construire un peu ce répertoire-là de mes intérêts, de mes préférences. À travers une nouvelle activité, c'est toujours intéressant de s'arrêter puis de revenir avec son enfant. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette activité-là? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu aurais aimé? Est-ce que tu voudrais le faire à nouveau ou pas? Et tout ça, c'est important, en fait, parce que il y a souvent un enjeu important qui est ce qu'on va appeler la tendance à l'acquiescement. La tendance à l'acquiescement, en fait, c'est un enjeu et souvent quand on doit composer avec une déficience intellectuelle ou avec des caractéristiques particulières au niveau du fonctionnement cognitif, c'est cette tendance-là à dire oui.
à accepter les choses, à dire oui à tout ce qui nous est proposé. Et ça, au-delà de cette influence-là qu'on peut avoir, parfois, notre enfant peut se placer dans cette position-là où il va dire oui à tout ce qui lui est proposé. Donc, faire un choix, c'est apprendre à donner une opinion. Et faire un choix, c'est avoir l'opportunité de dire oui, mais c'est aussi avoir l'opportunité de dire non. Et parfois, c'est de proposer quelque chose à notre enfant en sachant, en souhaitant même qu'il ait cette capacité-là à refuser, à dire non. Avec les enseignants, parfois, je leur dis, vous savez, l'adolescent de 13 ans qui vous dit non, qui s'oppose en plein milieu de la classe à une demande que vous lui faites, c'est assez embêtant, mais en même temps, c'est une excellente nouvelle. Il est capable de dire non. Et ça, c'est ce qu'on veut qu'il soit capable de faire aussi à l'âge adulte, être capable de refuser et de s'affirmer. Si on veut qu'il soit capable de dire non à 25 ans, il faut qu'à 15 ans puis à 10 ans, il ait des occasions d'apprendre à dire non aussi, à refuser certaines propositions. Donc, ça veut dire de construire aussi, de mettre en place des fois des contextes où mon enfant, ben, il va avoir à refuser quelque chose et on s'attend, puis ensuite on le félicite également d'avoir refusé, puis on lui dit qu'il avait le droit de dire non, qu'il avait le droit de refuser. Donc, nommer que son enfant peut choisir, lui dire qu'à ce moment-ci, tu peux choisir. Et moi, en fait, ce que j'aime beaucoup amener, puis là, peut-être si vous êtes parent d'adultes, c'est toujours intéressant aussi par rapport à un choix que fait son enfant, d'être dans une posture de neutralité par rapport au choix, mais d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, bon, imaginons, puis là, je vais donner un choix peut-être un peu simpliste pour illustrer ça. Si je vous donne le choix entre un thé puis un café, par exemple, ce matin, ben que vous choisissiez le thé ou le café, là, pour moi, ça m'importe peu. Par contre, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous avez choisi le café ou pourquoi vous avez choisi le thé. Donc, de dire, par exemple, ben, est-ce que tu veux un thé ou un café? Ben, très bien, tu veux un café. Ben, je te donne un café parce que tu as choisi un café. Puis, j'aimerais ça savoir pourquoi tu as choisi le café. Ben, je m'intéresse à ton choix, puis je reconnais que tu avais le droit de choisir, puis que si tu as un café, c'est parce que tu as fait ce choix-là. Donc, nommer que son enfant peut choisir, c'est un aspect aussi important. À certains moments, de lui dire, ben là, voilà, là, tu peux faire le choix. C'est toi qui décides dans ce secteur-là, à ce moment-ci, par rapport, par exemple, à l'activité que tu souhaites faire. Là, je surveille le temps parce que je sais que le temps, le temps est compté. Donc, voilà.